Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 6 février 2024 et je vais vous présenter l'actu crypto de ce début de semaine. Il y aura dans l'actualité en fait un petit peu des infos sur l'airdrop Grass, ensuite des nouvelles sur le XRP, sur le airdrop Venom, sur Realty, sur aussi un petit peu Basel 3. Et pour finir, la petite minute complotiste en gématrie. Voilà, on va commencer par regarder un petit peu le marché. On peut voir que c'est très morose. Le BTC est à 42 848. Le XRP est en baisse, il est à 0,5. Le Stellar. Alors le Hedera, lui, par contre, pump, il est à 8% actuellement. J'ai aussi un altcoin qui est sur le réseau HBAR, j'en ai deux. J'ai Suite HBAR et j'ai aussi d'ailleurs Dovu qui est dans les émissions carbone et qui en ce moment pompe bien. Voilà, toujours très intéressant d'être sur Hedera. En tout cas là, il fait un petit pump, il est à 8,8%. Voilà, une dernière nouvelle, juste vous montrer ce coin qui s'appelle Stake Cube Coin et on peut voir que il a fait dans la semaine tout simplement 1958%. Je crois qu'il a fait en un jour. Il avait fait aussi 2000 et quelques pourcents, après il est redescendu. Voilà, si les personnes qui sont dessus doivent être très contents. On va commencer l'actu tout simplement par le airdrop Grace. Alors, comme je vous avais déjà expliqué, c'est tout simplement un airdrop où vous allez, en téléchargeant l'application, vous allez pouvoir gagner en vendant votre bande internet passante non utilisée. Et aujourd'hui, ça marque un événement historique pour Grace. Nous nous sommes associés à Alignment Labs qui utilise désormais le réseau pour former des LLM puissants et open source. En tant que couche de fourniture de données pour l'intelligence artificielle, Grace sera utilisée pour organiser des ensembles de données du web public pour lesquels nos utilisateurs seront finalement récompensés. Entre notre réseau décentralisé et leur modèle open source, nous travaillons tous les deux pour garantir que l'IA se développe d'une manière transparente et démocratique et où tous les participants partagent les bénéfices de sa croissance. Donc, je vous rappelle, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo, comment vous inscrire, je laisserai un lien, c'est de toute façon marqué en bas de ma vidéo si ça vous intéresse de gagner tout simplement des tokens avec des futurs tokens avec tout simplement une bande passante. Je vous rappelle que pour l'instant l'airdrop c'est un airdrop mais qui n'a pas été confirmé. Il dit juste que ils vont tout simplement vous récompenser en token grâce plus tard quand l'airdrop sera eh bien lancé. Voilà. Alors plus vous avez du monde, plus vous connaissez du monde, ça peut être intéressant si puisque vous touchez un pourcentage sur les réseaux d'internet bande passante de vos amis ou familles qui utilisent l'application. Et si vous avez pas mal de monde, ça peut être vraiment un revenu passif assez intéressant. Voilà pour Grace. Maintenant nous allons passer tout simplement à Ripple et on peut voir qu'il y a des déplacements de baleines et aussi du XRP. Ripple a envoyé des millions de XRP à Bitstamp et a également transféré des jetons à différentes adresses au cours des dernières 24 heures. Alors, ça peut être un rapport avec tout simplement la SEC, puisque tout simplement, on va regarder, il y a eu un petit peu de mouvement où tout simplement l'épisode le plus récent dans la sphère crypto implique Ripple, la société derrière le XRP et la SEC des États-Unis. Cela marque un nouveau chapitre dans une saga réglementaire qui secoue l'industrie. Le décor se pose prêt pour un nouvel affrontement. En parlant de saga, je pense qu'ils vont bientôt, ils vont peut-être faire des épisodes sur justement ce procès plus tard, de faire carrément une série sur Netflix, hein, tellement c'est hallucinant. Un juge ordonne la remise de documents financiers à la demande de la SEC. Un juge américain accède à la demande de la SEC. Ripple doit fournir des états financiers et des contrats de 2022 à 2023 sur les ventes institutionnelles et de la crypto XRP. Cette démarche souligne une intensification du contrôle réglementaire sur les crypto activités.
En fait, le juge américain répond favorablement à la SEC. Ripple doit dévoiler des états financiers et contrats pour 2022-2023. Ces documents concernent les ventes institutionnelles clés XRP. Ce fait marque une montée du contrôle réglementaire sur le secteur crypto. Alors, eh bien, ils vont de toute façon donner, je pense, ils sont obligés de donner tout simplement. Et comme je vous avais déjà expliqué la dernière fois, je pense que ça sera tout simplement une grosse amende, au pire s'il y a eu quelque chose d'un petit peu louche. Et je pense que moi personnellement, ça va se régler tout simplement, et ça va justement se régler avec des amendes puisqu'ils n'ont rien. S'ils commencent à chercher la petite bête sur 2022-2023, c'est que de toute façon ils n'ont pas grand chose. Déjà avant, ils cherchent la petite bête parce qu'il n'y a justement pas grand chose. Je pense que ça va se régler avec tout simplement une grosse amende. Je vois les choses comme ça, mais de toute façon c'est déjà écrit que de toute façon pour moi tout ça c'est du cinéma, c'est déjà écrit. C'est juste pour faire aussi sortir les gens. On peut voir actuellement le XRP euh, qui est, vous voyez qu'il y a déjà ce procès qui continue. Vous voyez qu'il y a plein que le token ne bouge pas. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles, mais ça ne bouge pas du tout. Et je pense personnellement que tout ça c'est fait pour justement vous sortir avant l'explosion. Je vois les choses comme ça. Et si on regarde la liste riche des tout simplement des détenteurs de crypto-monnaies, avant quand vous étiez dans le 1%, il fallait, je crois, eh bien 98 000 XRP, et maintenant on peut voir que je crois que c'est 58 000 je crois. Donc c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont qui avaient un portefeuille assez conséquent, qui se sont barrés ailleurs. Voilà. Mais en tout cas moi je reste dans le XRP tout simplement parce que je regarde pas les nouvelles du jour, je regarde l'ensemble sur le futur et je regarde un petit peu le développement, les partenariats, et tout ça me dit que eh bien c'est pas pour rien tous ces partenariats avec les banques, invités au Forum économique mondial, qu'ils aussi c'est eux qui organisent parfois comme vous allez voir le summit au mois de mars en Angleterre, c'est eux qui gèrent. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles de tous les côtés, mais par contre effectivement dans les médias en fait crypto, là par contre on n'a pas de bonnes nouvelles. Mais si vous regardez un petit peu ce qui se passe derrière le rideau, il n'y a que des bonnes nouvelles. Voilà, donc on reste positif sur le XRP. On va terminer tout simplement justement par une petite nouvelle aussi, où en fait David Schwartz qui récemment révèle que Ripple prévoyait d'élargir ses portées à d'autres domaines que les banques, en fait, tels que la tokenisation des actifs réels, ce qu'on appelle les RWA, et un écosystème multi-chaîne, car le paiement n'obtient pas suffisamment de traction de mouvement. Voilà, c'est sûr que pour que ils peuvent pas pour l'instant se cantonner uniquement au système de paiement, puis c'est pas leur objectif. L'objectif c'est aussi d'utiliser tout simplement le XRP Ledger pour avoir justement utiliser cet écosystème, ce blockchain pour avoir des tokenisations des actifs. Vous avez aussi les dérivés, l'ISDA, etc. qui pourront peut-être venir dessus. Il y a beaucoup de choses qui vont se mettre sur le XRP Ledger, et en fait c'est pas uniquement, bien sûr, quand vous pensez XRP, vous pensez tout de suite paiement des banques, mais vous allez voir que ils ont fait une toile d'araignée avec des ramifications en achetant pas mal de partenariats, et aussi avec les Metaco, etc., qui fait que vous allez voir que ça va vraiment être une toile d'araignée, et il y aura la tokenisation des actifs, les NFT, etc., qui vont se mettre dessus. Voilà, encore une bonne nouvelle qui s'élargissent, mais ça on le sait déjà, même s'ils le disent publiquement, on le voit déjà depuis pas mal de temps. Au niveau du AMM, eh bien, on est depuis pas mal de temps à 85%, dont c'est acté, et on pense que bientôt l'AMM va tout simplement sortir. Moi, je vous donnerai quand je vais l'utiliser, je vous ferai des vidéos pour vous montrer en fait un petit peu quelle stratégie en fait j'utilise. On va aussi se concerter
à plusieurs, pour plusieurs personnes qui connaissent un petit peu l'AMM, de voir un petit peu chacun, d'avoir tout simplement un feedback sur leur façon aussi d'investir. Chacun investira avec sa stratégie. Moi j'exposerai la mienne, mais attention, c'est quand même risqué, c'est pas tout Schulz. Voilà. Alors une dernière chose, voilà, donc vous voyez que actuellement l'AMM est donc toujours en vote pour l'instant, et vous voyez, il y a d'autres amendements comme les XRP Fees. Actuellement, vous avez aussi les Chain Bridge, c'est justement ce que parlait tout à l'heure, enfin dans l'autre article, eh bien David Schwartz sur en fait les EVM, on verra ça dans une autre vidéo, pour avoir une interopérabilité et pouvoir justement ne pas se cantonner qu'au paiement avec les banques. Et vous avez le clawback, et c'est ce qu'on va juste vous parler un petit peu aujourd'hui pour que vous compreniez un petit peu ce que c'est que le clawback. Et donc c'est actuellement en amendement le XRP clawback, un game changer pour les investisseurs institutionnels. Alors c'est le XLS 39, et le dernier buzz dans la communauté blockchain est la fonctionnalité clawback proposée qui pourrait potentiellement remodeler les contrôles des actifs sur le XRP Ledger. Alors que l'espace crypto anticipe avec impatience son inclusion dans la prochaine version, les investisseurs institutionnels sont particulièrement intrigués par les opportunités que cette nouvelle fonctionnalité pourrait offrir. Les améliorations apportées au niveau du protocole garantissent que toutes les parties prenantes, qu'elles s'appuient ou utilisent le Ledger XRP, bénéficient automatiquement de ces fonctionnalités avancées. Ce développement collectif renforce la robustesse de la blockchain. L'équipe Ripple, le bras de développement, a récemment dévoilé la fonctionnalité XRP Clawback visant à améliorer les capacités de contrôle des actifs des jetons plateforme. Cette caractéristique innovante, connue sous le nom de XLS39, permet aux développeurs de renforcer la confiance et les paramètres de sécurité pour leurs actifs émis. La clé à retenir ici est la capacité à inverser les transactions dans des circonstances spéciales, telles que des activités frauduleuses. Alors un peu comme le hack qu'on a vu récemment, et aussi un petit peu avant, il y avait eu un hack, je me souviens plus sur quel échangeur, où ils avaient essayé de piquer en faisant des faux achats, je crois, ou des fausses, je me souviens plus exactement, mais il y avait eu je ne sais plus sur quel, je crois que c'est sur, je sais pas si c'est pas Gemini, mais en tout cas il y avait eu une tentative de hack, mais ça n'avait pas fonctionné. Et là on peut voir que avec ce clawback, on peut inverser les transactions dans des circonstances spéciales. Donc c'est quand même hyper important quand il y a un hack ou etc. Telles que des activités frauduleuses ou aider les utilisateurs qui ont perdu l'accès à leur compte. Voilà. Alors c'est aussi important dans le sens où ça veut dire que les personnes qui ont perdu accès à leur compte, eh bien, tout simplement, le XRP, les validateurs ont accès en fait à tout simplement à votre compte, pourront tout simplement voir aussi toutes vos transactions, mais ça permet d'inverser si vous avez perdu votre compte, etc., de pouvoir tout remettre en place. Et la fonctionnalité XRP Ledger Clawback pourrait changer la donne pour les investisseurs institutionnels, et nous fournissons quelques études de cas convaincantes ci-dessous. Alors, ils disent en 1, c'est étudier et assurer l'intégrité du stablecoin. Les investisseurs institutionnels traitent souvent des stablecoins qui représentent des véritables obligations légales. La fonction XRP-L Clawback peut servir de filet de sécurité pour les émetteurs de stablecoins. Par exemple, considérer un stablecoin rachetable par son émetteur en espèces. Si une transaction doit être annulée en raison d'une brèche de sécurité ou d'une fraude, la fonction Clawback fournit à l'émetteur la précision nécessaire pour récupérer les fonds perdus, contrairement à la fonction freeze qui arrête complètement un actif. Clawback permet des réclamations précises d'actifs fractionnés. Alors, étude du cas 2, atténuation des risques réglementaires dans les transactions interfrontalières. Les investisseurs institutionnels impliqués dans les transactions internationales sont souvent confrontés à des contextes réglementaires complexes. Imaginez une société d'investissement mondiale opérant dans plusieurs pays, y compris ceux qui ont des réglementations financières strictes. Ils émettent des jetons sur XRP-L pour représenter divers produits d'investissement, y compris des actifs numériques et des titres tokenisés.
La fonction XRP Clawback fournit un filet de sécurité crucial dans ce scénario si un changement réglementaire inattendu se produit dans l'une des juridictions, présentant un risque pour des actifs tokenisés spécifiques. L'émetteur peut utiliser Clawback pour inverser sélectivement les transactions impliquant ces actifs. Voilà, donc c'est quand même assez intéressant, c'est que ça permet de pouvoir inverser et que ça soit pas tout simplement quelque chose qui, une fois qu'il est mis en fonction, on ne peut pas revenir en arrière. Donc c'est quand même une bonne fonctionnalité, sur les institutions, ça leur donne quand même vraiment plus confiance au réseau blockchain XRP Ledger. Sans la fonction Clawback, l'entreprise pourrait être forcée de geler tous les actifs. Donc là, ça provoque vraiment la merde. Et là, provoque des perturbations substantielles et des pertes financières potentielles. Voilà. Donc là, ça évite les pertes et surtout un ralentissement. Voilà. Voilà pour le XRP Clawback. Donc c'est assez intéressant, tout simplement. C'est beaucoup sur la sécurité. Et donc ça peut encore donner plus confiance aux compagnies et aux institutions de pouvoir rentrer sur le XRP Ledger. On va continuer tout simplement. Pardon, j'ai fini sur tout simplement pour le XRP et on va passer maintenant juste l'airdrop Venom. Alors j'en parle, vous voyez que j'ai pas tout fini, toutes les tâches. Il y en a 2-3 que je n'ai pas fini, mais on peut voir tout simplement que pour l'instant ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas, on peut voir que il y en a 5 ou 6 qui ne bougent plus depuis pas mal de temps. Ils disent coming soon, mais en fait quand on actualise à chaque fois, j'actualise à peu près toutes les semaines depuis le mois de novembre, décembre, c'est vraiment au calme plat. Donc je ne sais pas si vous dans les commentaires vous avez des informations. Moi je vais vous donner les dernières informations que j'ai tout simplement sur Venom. Voilà. Et cette décision, eh bien, ça a été un post en fait de Venom qui a été fait au mois le 16 décembre 2023. Et là, on peut voir en 2022, la fondation Venom a été créée en vertu du règlement des fondations ADGM 2017. Alors ça, c'est un service de régulation, tout simplement. Pour être en fait en règle, nous annonçons qu'à compter du 14 décembre 2023, la fondation Venom ne continuera plus à fonctionner au sein de l'ADGM et conformément à l'article 40 du règlement, la fondation a initié la dissolution processus de dissolution en fait tout simplement de l'ADGM qui est tout simplement un organisme financier de régulation. Cette décision s'aligne sur notre orientation stratégique actuelle. Il est important de souligner que notre choix de dissolution est spécifique à nos objectifs actuels et non une réflexion sur l'environnement de l'ADGM. Pour l'avenir, la Fondation Venom reste ouverte à l'exploration de futures opportunités au sein de l'ADGM. Alors là, ils mettent « Veuillez noter qu'à ce jour, aucun événement de génération de jetons n'a eu lieu. Toute déclaration publique selon laquelle la fondation Venom aurait émis un jeton Venom à la suite d'un événement de génération de jetons est fausse et n'a pas été autorisée. » Alors c'est vrai que pour l'instant, c'est uniquement sur le main test, donc il n'y a pas eu pour l'instant il n'y a pas de token encore d'effectuer pour l'instant. Et il y a par contre eu des faux tokens qui ont été mis en place et les gens en ont profité, ou sur des petits DEX, on a pu voir des faux jetons Venom, mais en tout cas il n'y a pas eu de jetons pour l'instant de lancer, et donc c'est au calme plat justement parce que je pense que pour l'instant ils vont se positionner sur des nouvelles régulations, ou alors eh bien ils n'ont pas de régulation et à ce moment là le Venom, le projet tout simplement s'arrête. Voilà, donc soit je pense qu'actuellement ils cherchent des régulations à être en règle, surtout aux Émirats, et je me demande même s'ils ne sont pas à chercher sur les îles Caïmans pour avoir des régulations aux îles Caïmans. Et là on peut voir juste que c'est que la DGM, et on peut voir que c'est tout simplement un centre de financier international
se positionnant comme une destination de choix pour les investisseurs d'actifs virtuels en réponse à la demande mondiale de l'industrie, DGM est la première juridiction au monde à introduire un cadre réglementaire complet et sur mesure pour la réglementation des activités d'actifs virtuels au comptant, y compris celles entreprises par des institutions commerciales multilatérales, des courriers, des dépositaires, gestionnaires d'actifs et autres intermédiaires. Voilà. Je pense que cette entité, elle est tout simplement à Dubaï. On va juste à la regarder à la fin si on peut trouver. Mais logiquement, je pense que c'est à Dubaï. Là, c'est pas mis, c'est pas marqué. Il faudrait chercher, mais en tout cas, ils sont sortis de l'ADGM et je pense qu'actuellement, ils n'ont pas de régulation, donc ils peuvent rien sortir. Le airdrop peut peut-être continuer, lui. D'ailleurs, j'ai vu actuellement, il y a sur Zeli, il y a une quête qu'on peut faire avec Venom pour toucher tout simplement des récompenses, mais je pense qu'on verra pas de airdrop en place tant que ils n'ont pas trouvé des organismes qui ne sont pas en régulation tout simplement et bien dans le pays où ils ont mis leur société. Voilà. On va continuer maintenant par Aesthetics. Comme vous le saviez, hier lundi, eh bien il y avait à 18h UTC et bien tout simplement on pouvait acheter le jeton et en fait ça a duré même pas une minute. Voilà. Lancement, alors du coup ça a duré une minute, au bout d'une minute tout était complet, donc il y a très peu de gens qui ont pu acheter, surtout que c'était limité à 120 000 $, et en fait vous avez une personne qui a acheté pour 100 000 $ du jeton, et donc il restait que 20 000 $, donc effectivement ça n'a pas duré longtemps, en une minute tout a été vendu. Alors ils vont refaire une deuxième fournée, on va dire, mercredi, et ça sera mis pareil à 18h UTC mercredi pour cette fois-ci eh bien un pledge qui est plus important de 250 000 $. On va voir si là aussi il y a quelqu'un qui en achète pour énorme. Je comprends pas pourquoi en fait ils n'ont pas fait un quota maximum par personne. Ça aurait été pas mal, sauf si je vais faire un peu le complotiste, mais si justement ils veulent avoir la main mise sur le prix du token, si vous avez des baleines qui achètent et eux ils vont pouvoir manipuler le prix à la sortie quand ça va être listé, ils vont pouvoir manipuler le prix du token comme ils veulent en vendant ou en achetant tout simplement. Là il faut voir, ça se trouve c'est peut-être Aesthetics qui ont tout simplement acheté et qui permettent, ça leur permet d'avoir la main mise sur le token. Là je vais faire le complotiste, mais aussi ça peut être d'autres personnes qui achètent. Par contre, si jamais ils vendent à la sortie du listing, c'est s'il y a plusieurs personnes qui achètent des 100 000 $ à chaque fois et qui vendent tous à la sortie, croyez-moi que ça peut faire mal pour le jeton. Il peut très bien descendre très rapidement, ou alors ça peut être dans l'autre sens, des gens qui vont justement le conserver pour justement faire monter les prix après. Il faut voir en fait, on verra. En tout cas c'est une opportunité mercredi à 18h pour eh bien pour une deuxième fournée, et là 250 000, sauf si vous avez une personne qui va acheter tout, sinon eh bien on a doublé tout simplement le quota qu'on peut acheter, donc ça peut être intéressant de se positionner, et en espérant que cette fois-ci ce sera pas une minute, parce que là c'est hors de contrôle une minute. Je vous rappelle que vous pouvez vous connecter même un petit peu avant et actualiser, parfois ça marche dans pas mal d'ICO, ça marche, donc à voir si ça fonctionne. Voilà. Vous avez un lien en bas de la vidéo si ça vous intéresse, vous pouvez gagner 2% sur votre achat, vous aurez 2% en plus de récompense avec le lien. Voilà pour Aesthetics. Alors pour ce qui est du listing, personnellement je ne sais pas où ça va être listé, on verra. Il y en a certaines personnes pensent que c'est Binance, si c'est Binance c'est magnifique, mais on va voir.
On termine par Realty. Tout simplement, Realty, il y a actuellement, on peut acheter sur Détroit toujours. Il y a actuellement un en vente. On peut acheter des tokens. Vous avez toujours celui du Panama qui est en vente, qui intéresse un peu moins parce qu'il est qu'à 8%, mais pour la diversification, je pense que c'est pas mal. Même si Panama, personnellement, j'ai regardé un petit peu. En fait, je regarde un petit peu pour voir en cas d'expatriation le Panama. Je rappelle que c'est 0% d'impôt. Eh bien, c'est quand même assez cher l'immobilier là-bas. Hein. C'est pas donné, enfin c'est moins cher quand même que l'Europe, mais c'est pas donné les prix. Je trouve par rapport aux autres pays d'Amérique du Sud, c'est quand même vachement plus cher. Mais il y a des choses assez intéressantes dans l'immobilier. Voilà. Et il y a bien sûr le réinvestissement. On peut voir actuellement si vous voulez réinvestir tout simplement dans Realty. On va terminer par tout simplement parler d'un petit article qui n'est pas qui date du 24 juillet mais qui est vraiment important. C'est sur Basel 3. On en avait déjà parlé, j'avais déjà fait des vidéos sur Basel 3 et pourquoi c'était hyper important l'arrivée de Basel 3 parce que c'est, je pense, c'est ce qui permet, c'est le le starter qui permettra au nouveau système financier de mettre en place, c'est que Basel 3, ça va poser des gros problèmes aux banques, et je pense qu'il y a des banques qui vont tomber à cause de Basel 3, et du coup, il faudra un nouveau système financier pour soit sauver les banques, et pour ramener de la liquidité, etc. Donc on va juste lire un petit peu cet article, même s'il est de juillet. Les régulateurs bancaires américains dévoileront jeudi une proposition radicale pour des exigences de fonds propres plus strictes connues sous le nom de Basel III Endgame, visant à assurer la stabilité des grandes banques. Bien que les détails précis ne soient pas encore connus, les régulateurs ont déclaré que les règles s'appliqueront aux banques ayant plus de 100 milliards d'actifs ou plus. Ils devraient revoir la façon dont les plus grandes banques gèrent leurs capitaux avec des répercussions sur leur activité de prêt et de négociation. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'en fait, avec tout simplement cette régulation, ils pourront plus tout simplement, par exemple, mettre tous leurs capitaux dans les marchés à risque, dans les obligations, etc. Les prêts, ils pourront pas prêter comme avant à gogo. C'est ce que je vous rappelle que 2007-2008, la crise des subprimes, c'était beaucoup à cause de ça. Et donc, il va y avoir une régulation. Avant, c'était un petit peu les banques qui géraient comme elles voulaient, tout simplement, toutes ces normes. Alors que là, bah non, c'est imposé tout simplement par la BIS, et donc il y aura une régulation. Donc on continue à étudier ça. Le comité de Bâle de la surveillance bancaire est un panel convoqué par la BRI, la BIS, qui vise à garantir que les régulateurs appliquent globalement des normes de capitaux minimaux similaires afin que les banques puissent survivre aux pertes de prêts en période difficile. Donc toute cette norme Basel 3, c'est tout simplement arrivé après la crise des subprimes pour justement que ça se reproduise pas. Mais en fait, depuis la crise des subprimes, les gens pensent que tout va bien, mais en fait, les banques, c'est toujours la même merde, c'est juste qu'ils impriment comme des porcs, etc. Et pour maintenir le système, en fait, c'est tout simplement le système, il est système bancaire, il est sous respirateur artificiel. Et c'est pour ça que, eh bien, pour éviter ça, Basel 3 fait des normes un peu plus régulées pour qu'il n'y ait pas justement que les banques ne fassent pas n'importe quoi. Donc il comprend de nombreuses exigences en matière de capitaux, de levier et de liquidité. Les régulateurs du monde entier ont travaillé pendant des années pour mettre en œuvre bon nombre de ces normes, et le soi-disant fin de partie convenu en 2017 est la dernière itération. La proposition Endgame affine l'approche de Bâle en matière de constitution de capital en fonction du risque des activités des banques. La proposition des États-Unis abordera plusieurs composantes majeures, notamment les risques de crédit et de marché et opérationnels. Alors, petit 1, les risques de crédit. Les régulateurs américains devraient mettre fin à la capacité des banques à utiliser leur propre modèle de risque interne pour déterminer le capital à détenir contre les activités de prêt. C'est-à-dire que maintenant, il va falloir qu'ils
c'est plus eux qui vont gérer le modèle de risque interne, et donc il va falloir que ces banques aient plus de tout simplement de liquidité interne, de collatéral par rapport aux prêts, et du coup va falloir que les banques trouvent cet argent et les enlèvent, ou alors les enlèvent des marchés à risque, comme les prêts hypothécaires ou les prêts aux entreprises. Michael Barr, vice-président de la Réserve fédérale pour la supervision, a déclaré que ces modèles internes peuvent souvent sous-estimer le risque. Oui, tout à fait. Car les banques sont incitées à maintenir leurs coûts en capital bas. Les régulateurs devraient plutôt imposer des normes de modélisation uniformes dans les grandes banques. Et ça plaît pas aux banques, parce que maintenant, c'est pas eux qui gèrent. Et eux, ils géraient, ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Et tout simplement, c'était le consommateur qui était tout simplement en zone de risque. Il prenait tout simplement des risques, et ils s'en foutaient de garantir la sécurité pour le client. Les risques de marché. De même, la proposition devrait établir de nouvelles exigences quant à la manière dont les banques évaluent le risque posé par les fluctuations des marchés et les pertes potentielles résultant des transactions. Les régulateurs disent que ces risques commerciaux sont actuellement sous-estimés. En fait, les banques, elles sous-estiment tout simplement pour pouvoir faire des profits et investir où ils veulent. Lors de l'évaluation de ces risques, les banques seront autorisées à continuer d'utiliser des modèles internes approuvés par les régulateurs. Bien que Barr ait déclaré que ces modèles standardisés pourraient être nécessaires pour des risques particulièrement complexes, les banques devront également modéliser les risques de négociation au niveau de la table de négociation individuelle par opposition à un niveau agrégé. En tout état de cause, les changements devraient entraîner des exigences de fonds propres plus élevées. C'est surtout ça qu'il faut retenir, c'est que du coup les banques devront avoir des exigences de fonds propres plus élevées pour les banques. Et donc c'est pour ça que vous voyez beaucoup de banques, même en France, vous voulez retirer de l'argent, ils font la gueule, ils vous demandent 400 000 papiers, parce qu'en fait ils veulent pas, ils n'ont pas de liquidité, ils ont tout foutu dans des endroits à risque, et du coup ça les emmerde. La mesure du risque opérationnel est un nouveau domaine clé de la fin de partie de Basel III. Cela fait référence aux pertes potentielles dues que les banques pourraient subir de sources inattendues telles que des politiques internes défaillantes, des erreurs de gestion, des coûts de litige ou des événements externes. Comme pour le risque de crédit, les organismes de réglementation cherchent à remplacer les modèles internes existants par une approche normalisée qui tiendrait compte de diverses activités et des pertes opérationnelles historiques d'une banque lors du calcul des niveaux de capitaux. Alors les banques ont prévenu que cette approche pourrait entraîner des coûts nettement plus élevés pour certaines banques, qui dépendent fortement des revenus autres que des frais d'intérêt, tels que les frais de carte de crédit, les frais bancaires d'investissement. Ces frais sont inclus dans une formule utilisée pour aider à calculer le risque opérationnel, et les banques avertissent qu'ils pourraient conduire à des exigences de fonds propres disproportionnellement plus élevées pour certaines entreprises, sinon plafonnées. Pourquoi les banques sont-elles bouleversées? Alors que les règles ont été des années au cours d'élaboration, les banques avaient espéré que les régulateurs américains offriraient un allongement de capital ailleurs dans leur livre de règles. Ils soutiennent que les banques sont bien capitalisées, ayant résisté à la pandémie de Covid-19 et régulièrement compensation. Les tests de résistance annuels de la Fed et toute augmentation de capital sont injustifiés. Alors, Randall Karls, l'ancien régulateur de la Fed, avait précédemment averti que la mise en œuvre complète de l'accord de Basel III pourrait entraîner des hausses de capitaux pouvant atteindre 20% pour certaines banques. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir qu'ils augmentent leur capital, et là c'est chaud pour eux. Barr a déclaré que ce mois-ci que la plupart des banques disposent déjà de suffisamment de capitaux pour répondre aux exigences, et celles qui ont besoin de lever des fonds pourraient le faire en conservant leurs bénéfices pendant moins de 2 ans, tout en payant des dividendes. Mais les régulateurs actuels, tous démocrates choisis par le président Joe Biden, ont montré peu d'appétit pour aller doucement à Wall Street. C'est-à-dire pour en fait, les démocrates, eux, ce qu'ils veulent, c'est tout simplement mettre beaucoup d'argent, tout simplement, toujours à Wall Street, tout simplement pour soutenir ce marché, pour pas qu'il tombe, parce que de toute façon, ils ont des intérêts à Wall Street et ils ne veulent pas que le Ponzi de Wall Street tombe. Ils ont souligné l'échec de 3 prêteurs au début de cette année comme preuve qu'ils doivent être aussi vigilants que jamais.
Voilà, donc si je vous fais un résumé, en fait, c'est tout simplement Basel 3, ça va limiter la capacité des banques à fournir du crédit, donc il y aura déjà moins de crédit, et à soutenir les marchés des capitaux et de l'économie comme Wall Street, etc. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est que eh bien, les marchés de capitaux, s'ils ne sont pas soutenus, ça va s'écrouler. Ça va aussi accélérer l'activité des financements en dehors des banques, puisque là maintenant il y a des gens qui vont justement, puisque par l'intermédiaire des banques on pourra moins tout simplement aller, ce que vont faire les gens, ils vont contourner et ils vont passer par d'autres systèmes pour investir tout simplement. Et ça va aussi faire diminuer la liquidité sur les marchés financiers qui sont prédominants, et bien tout ça, ça va ramener une crise balèze. Et bien sûr, vous inquiétez pas, ils ont déjà une réponse, et la réponse, c'est tout simplement le système financier numérique. Vous inquiétez pas, ils ont la réponse, et je pense que XRP aura, Ripple en tout cas, aura aussi son rôle à jouer là-dedans. Mais pour arriver à ce système, il faut que, à mon avis, il faut qu'il y ait des banques qui tombent. Il faut qu'il y ait pas mal de banques qui tombent, il faut qu'il y ait un événement en tout cas, soit des banques qui tombent, soit une cyberattaque, quelque chose. Mais je pense que ça peut être une option, que un peu comme 2007, il y a des grosses banques qui tombent, et là ils vont vous dire on n'a pas le choix, il faut utiliser un nouveau système financier qui ramène de la liquidité, etc. Euh, et c'est là que le système numérique rentre en jeu. Voilà. Eh bien, j'ai fini pour, en tout cas, les actualités. On va terminer par la petite minute complotiste. Et comme vous le savez, j'aime bien la gématrie. Je vais vous montrer un petit peu comment je fais. Alors, je ne fais pas mes recherches sur la crypto-monnaie. Bien sûr que mes recherches sur la crypto-monnaie, c'est par rapport, je fouille un petit peu, voir les projets, comment ils sont, si ils sont tout simplement bon, s'il y a les partenariats, de voir aussi bien sûr la capitalisation boursière, la tokenomics, etc. Mais surtout si le projet il a une utilité. Mais j'aime bien fouiller pour trouver un petit peu des indices, etc. En utilisant la gématrie. Je vais vous montrer comment je fais. On peut voir là, j'ai tapé le CEO de tout simplement de Ripple, qui s'appelle Brad Garlinghouse, et quand on tape tout simplement, on va calculer, euh, voilà, et si vous calculez, vous verrez que le chiffre, je vous rappelle que la gématrie, c'est par rapport à des chiffres et des lettres, ça correspond à des codes de chiffres, et là, on a 893, voilà, c'est des valeurs en fait. 893, c'est la valeur de Brad Garlinghouse. Et là, si vous faites une recherche, on va faire une recherche, voilà, en 8 lettres, nous allons chercher la valeur. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Tout simplement, on voit Hertford, Shipment. Alors bien sûr, j'ai fait en anglais, parce que j'ai mis Brad Alliance, c'est américain. J'ai fait en anglais. Et là, Hertford, vous allez me dire quel rapport, etc. Mais si vous commencez à fouiller comme ça, vous pouvez trouver, vous tapez sur internet Hertford et Ripple, et vous verrez des liens. Moi, j'ai tapé et j'ai trouvé en fait tout simplement ceci. Si vous tapez, vous allez trouver Hertford, Amanda Hertford, Cryptocurrency Expert. Et là, qu'est-ce que vous voyez? De l'entreprise Satoshi, qui n'existe plus actuellement, mais elle était chez Satoshi. Vous voyez, et là, on voit, on peut voir qu'elle est à fond sur Ripple et sur le Bitcoin. Bitcoin investisseur, Ripple enthousiaste, et Growth Hacker, c'est Satoshi, Crypto Expert. Et là, surtout, c'est là qu'il faut voir Harvard Business School. Voilà, et le lien, il est en fait là. Si vous allez sur Wikipédia, Brad Garlinghouse, lui aussi, il vient de Harvard Business School. Et vous pouvez trouver comme ça des liens. Je trouve ça bizarre avec Satoshi. Je vous ai déjà dit que c'est les mêmes personnes qui sont derrière tout simplement Satoshi, c'est-à-dire derrière le Bitcoin et Ripple, c'est les mêmes entités, mais vous pouvez faire des liens tout simplement comme, ça. On va juste continuer.
on va retourner et là on va taper pas l'huître, mais on va taper 10 lettres. Voilà, et là qu'est-ce qu'on voit? 10 lettres dans la gématrie, on voit commission, plaintif, production, sanctionné. Alors ça, je pense que vous comprenez que c'est la SEC et que c'est le procès. Voilà, donc dans la gématrie, tout est, c'est comme une matrice, tout est, ça fait peur, hein, mais tout est déjà en fait programmé. C'est comme un programme informatique, tout est programmé. On peut voir production, plaintif, et là Monténégro. Donc si vous tapez Monténégro, Ripple, et qu'est-ce que vous trouvez? Ripple collabore avec la Banque centrale du Monténégro pour la création d'une CBDC. Ça, on le savait, c'est pas récent, hein, c'est de juin 2023. Voilà. Et en fait, avec tout simplement la gématrie, vous pouvez trouver. Moi, j'ai trouvé pas mal de choses. Vous regardez mes anciennes vidéos dans la minute complotiste, il y a des choses vraiment très intéressantes. Mais vous pouvez fouiller, trouver pas mal de choses comme ça, de vous amuser. C'est assez intéressant. Voilà. Et bien, écoutez, j'ai fini pour l'actualité du jour. Et n'hésitez pas à liker, à abonner si ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Ciao.